On nous avait promis des cerisiers en fleurs, ils étaient là. Contrairement au bus, dont le chauffeur avait oublié de se réveiller. Ça commence bien, devait se dire Akane, notre guide qui venait de nous accueillir, et qui entamait là son voyage expérimental à la tête d'un groupe d'une quarantaine de touristes, de surcroît français, donc râleurs. Notre périple, qui durera 10 jours, commencera à Osaka, la 3e ville du Japon. Quasiment rasée lors de la dernière guerre contre les Américains, la ville n'offre pas un grand intérêt d'un point de vue architectural. La première approche de la ville sera gastronomique, puisque pour notre repas du midi, une sorte de galette de farine farcie aux choux et agrémentée de calmar, entre autres, le tout cuit sur une plaque métallique brûlante, incrustée à même la table et que l'on appelle okonomiyaki, nous est proposé. Le tout dans une odeur de graillon assez suffocante. Pas le temps de visiter le château, le seul monument ayant résisté au bombardement. Non, nous filons vers Minamiku, le quartier le plus dynamique et le plus coloré de la ville. En grande partie couvert d'arcades dédiées uniquement au commerce, gadgets, vêtements, électronique high-tech, maisons de jeux, restaurants grands et petits, etc., etc., vous sont proposés sur 3 ou 4 étages. De quoi faire fondre les cartes bleues les plus résistantes. L'alimentaire aussi a son marché avec une prédominance pour le poisson, ça va sans dire. Très cher et très dangereux, le fugu. Une chose est sûre, Osaka est la ville où l'on rencontre le plus de vélos. Non, c'est rien, c'est juste le décalage horaire, ça va passer. Pas de temps de répit, il semblerait que le voyage se fera sur un rythme soutenu. À l'heure dite, départ vers Himeji, situé à une centaine de kilomètres, pour notre première nuit nippone. Et là, bonne surprise, notre hôtel nous paraît très comme il faut. Il en sera d'ailleurs ainsi tout au long du voyage.
Pour finir la journée en beauté, un restaurant japonais traditionnel, on enlève ses chaussures et l'on se glisse sous la table. Mais par exemple, si vous pouviez le commander pour nous, c'est bien, parce que je crois pas qu'il va nous amener de la bière autrement. C'est comme dans la chanson « Allumer le feu ». Et après, il n'y a plus qu'à laisser cuire, c'est une sorte de fondue japonaise. Internet, vous verrez. Et apparemment, au Japon, c'est comme en France, tout finit toujours par des chansons. Ce matin, visite du château d'Himeji. Et dans quelles conditions? 3 jours avant, c'était trop tôt. 3 jours après, c'était trop tard. Rien que pour nous et pour quelques jours seulement, les cerisiers étaient en fleurs. C'est vous dire l'importance, car au Japon, l'époque des cerisiers en fleurs est une véritable fête nationale. Mais suivez le guide et commençons la visite. Le château d'Himeji est l'une des plus vieilles structures du Japon médiéval. C'est l'un des 3 seuls châteaux japonais construits en bois encore existants et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On le surnomme aussi le château du Héron Blanc en raison de sa couleur blanche extérieure. Ce château fut construit à la période Muromachi. C'est le shogun Sanadori Akumatsu qui en 1348 décida de transformer le fort construit par son père en château d'habitation. Dessiné en forme de grande spirale avec 3 douves, son plan de construction est considéré comme l'un des plus habiles de tous les châteaux japonais. Le donjon principal a 6 étages, dont seuls 5 sont visibles de l'extérieur. L'architecture remarquable de ces toitures multicouches donne à cet édifice une allure des plus majestueuses. Seuls 2 piliers de bois de plus d'1 mètre de diamètre supportent l'ensemble de la construction. Hormis le remplacement d'une partie d'un de ces piliers lors de la restauration du château au milieu du XXe siècle, toutes les parties de ce monument ont gardé leur construction initiale. Aux différents étages du donjon sont proposées des expositions retraçant la vie du château à travers les âges. Au sommet, un temple où de nombreux fidèles viennent se recueillir. La vue depuis son sommet offre un panorama saisissant sur le parc du château et sur la ville environnante. Devenu militairement inutile à la fin du XIXe siècle, le château fut vendu aux enchères pour la somme de 23,50 € afin d'être démoli. Mais le coût du démantèlement se trouva à être prohibitif et le projet fut donc abandonné. Ce qui lui vaut d'apparaître très souvent au cinéma ou à la télévision,
servant de fond pour toutes les fictions traitant du Japon médiéval. On a pu aussi le voir aux côtés de James Bond dans On ne vit que deux fois en 1967. Il est aussi source d'inspiration pour de nombreux artistes du dimanche. Notre deuxième étape nous conduira d'Himeji à Hiroshima. La particularité du système routier japonais est qu'un parcours sur autoroute se passe pour moitié au moins dans des tunnels, la topographie du pays ne laissant guère d'autre solution. Pour la pause déjeuner, tempura, sorte de beignet de viande, de poisson ou de légumes. Et comme nous avions du retard sur l'horaire prévu, tout était froid. Mais ça, faudra s'y habituer. Apparemment, au Japon, on ne réchauffe pas la nourriture. Et ce qui devait arriver, arriva. Sur le parking du resto, notre bus moteur grand ouvert baignant dans une mer d'huile de vidange. Et pour tout vous dire, on le sentait bien que ça ne pouvait pas bien se passer entre lui et nous. Mais c'est lui qui a commencé, hein. Hier à l'aéroport, déjà il voulait pas prendre nos valises. Alors, pour la visite de l'après-midi, nous aurons droit à un bus Pullman de haut de gamme. Enfin, presque. L'île sacrée de Miyajima, l'un des sites les plus remarquables du pays avec son torii flottant qui se dresse à la surface de l'eau. Face à ce torii, on découvrira le temple shintoïste d'Itsukushima, célèbre lieu fondé en l'an 593 de notre ère. Pour nous accueillir à la descente du ferry, des dizaines de daims vivant sur l'île en toute liberté. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, ce site est considéré par les Japonais comme l'une des 3 vues les plus célèbres du pays et particulièrement ce torii, sorte de portique en bois haut de 16 mètres. Le sanctuaire est une construction sur pilotis qui, à marée haute, semble flotter sur la mer. Et comme dans tout sanctuaire, un certain rituel est à observer. Ici, il est bon de se purifier avant d'entrer. Pour cela, saisir l'instrument, le porter à la bouche, avaler son contenu, puis reposer l'instrument sans omettre d'en laver la queue. Ceci étant fait, la visite peut commencer. C'est parce que les pèlerins qui arrivaient en bateau en passant sous le torii n'avaient pas le droit de poser les pieds sur la terre sacrée de l'île que le sanctuaire a été bâti sur pilotis. Il est dédié aux 3 filles d'un célèbre personnage de la mythologie shintoïste. Le 5 septembre 2004, le typhon numéro 18 a causé de très importants dégâts au sanctuaire, très vite restauré.
Haute de plus de 27 mètres, cette pagode de 5 étages fut construite en 1407. Elle renfermait autrefois une statue de Bouddha. Sur cette île, on ne trouve ni maternité ni cimetière, car le statut de cette île interdit que l'on y naisse ou que l'on y meure. Une seule dérogation à cette règle a été accordée, au soleil. Si Hiroshima est en général tristement célèbre, on peut malgré tout trouver à cette ville des côtés positifs, comme par exemple prendre son petit déjeuner au 38e étage devant une baie magnifique par un jour de grand bleu. Vue de si haut, la piscine nous semble un peu petite et l'eau sûrement un peu fraîche en cette saison, donc nous redescendrons sagement par les ascenseurs. Le Grand Prince Hôtel de Hiroshima a tout du grand, même du très grand hôtel. Rien que dans son hall d'entrée, on pourrait facilement faire tenir 5 ou 6 de nos hôtels Formule 1 français. Mais le plus surprenant, c'est quand même son hôtel, hôtel AUTEL, avec sa croix. Mais rien de religieux dans tout ça. C'est simplement pour faire chic lors des cérémonies de mariage japonais. Bien sûr, notre matinée sera consacrée à la visite